Devine de quelle série on va parler. Batman. Attends, j'ai pas commencé. Il porte une cape. Batman. Non, Superman. Il porte un masque. Batman. C'est un dieu. Thor. C'est pas Marvel. Batman. Il porte un masque. Mon ex. Il porte un masque. Jim Carrey. Il est français. Omar Sy. Le Louvre. Omar Sy. Arsène Lupin. Une cape. Un masque. Batman. Non. Non. Manuel Valls. Non, c'est pas Manuel Valls. Un masque. Batman. Belphégor. On va parler de Belphégor. Ah oui. Oui, c'est vrai. Enfin, ça ressemble à Batman, hein. C'est oui, je suis rentrée. Salut les sériphiles, aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle série. Figurez-vous que HBO Max a encore eu la gentillesse de m'inviter à une avant-première hier soir. Regardez, là c'est moi qui rentre vers le photocall. Là c'est moi qui fais des photos. J'étais jolie, hein, j'avais fait des efforts. Ah là c'est moi qui rentre dans la salle de projection. Non, j'étais invitée mais j'étais pas parce que je travaillais. On peut pas distribuer de la joie partout. Bien, d'abord les infos. C'est une nouvelle mini-série 4 épisodes qui sort le 11 décembre sur HBO Max. C'est une coproduction avec Pathé à l'initiative. C'est la première fois que Pathé produit une série. C'est greffé dessus M6, puis en dernier, HBO. Vous l'avez deviné, si vous ne pouvez pas la regarder maintenant sur HBO, vous la verrez plus tard sur M6. À la création du scénario, c'est Nils-Antoine Sambuc qui a été rejoint ensuite par Thomas Monsuy et Mathieu Leblanc. C'est réalisé par Jérémy Mingui avec Tristan Tortullo à la direction photo. Côté casting, la protagoniste est interprétée par Chirine Boutella, mais on a également Vincent Albaz, Horatica, Tiffaine Davio et Nicolas Briançon. Et Cadmerade, bien sûr. C'est une mini-série, donc une histoire close, comme un gros téléfilm que vous pouvez soit binger, soit regarder en 1, 2, 3, 4 fois. Mais alors de quoi ça parle ? D'abord repartons un peu en arrière. Tout le monde en France a déjà entendu parler de Belphégor, soit vous l'avez carrément vu, que ce soit à la télévision ou au cinéma. Vous avez même peut-être déjà lu du Belphégor, parce qu'à la base, c'est un roman, un ciné-roman feuilleton, écrit par Arthur Berned, qui était paru dans Le Petit Parisien en 1927. La même année, Henri Desfontaines en a même déjà fait un film. Un fantôme mystérieux qui rôde au Louvre, des veilleurs de nuit qui sont tués. Arrive ensuite la version culte, celle de 1965, Belphégor ou le fantôme du Louvre, une série en noir et blanc dirigée par Claude Barma. Là aussi, c'était 4 épisodes. Alors à l'époque, c'est un énorme succès et c'est considéré comme un classique de la télévision française fantastique. Et puis on a eu droit encore à une autre adaptation, celle de Jean-Paul Salomé en 2001, Belphégor, le fantôme du Louvre. Oui, c'est toujours un peu les mêmes titres. En même temps, ça va pas s'appeler les Ch'tis à Mykonos. Hein. C'était une version avec Sophie Marceau qui était beaucoup plus orientée sur le côté spectaculaire, un peu à la hollywoodienne, avec des momies, des possessions, des effets spéciaux, etc., etc. On a eu énormément d'interprétations, de réinterprétations de ce mythe. Alors, qu'est-ce que c'est que Belphégor ? Qui est Belphégor ? Belphégor, on dit que c'est un dieu mésopotamien, en tout cas c'est ce qui est choisi dans la version 2025. La Mésopotamie, en fait, aujourd'hui ce serait plutôt la Jordanie, hein, donc l'Irak, tout ça. Ça a son importance. Et Belphégor, ce serait plus un dieu des Cananéens, inspiré du dieu Baal, qui s'appelait donc Baal Péor. Et le mot Baal, en mésopotamien, en fait, ça veut dire seigneur ou maître. C'est pour ça que c'est un titre qu'on retrouve pour représenter, par exemple, les forces naturelles ou surnaturelles, que ce soit de la pluie, de l'orage, de conception, enfin, ça représentait plein de divinités différentes. Mais ensuite, dans l'Ancien Testament, ça a été repris. Il y en a quelques-uns qui l'ont un petit peu vénéré. Baal Péor, c'est devenu le démon de la tentation, aux rites sexuels, etc., etc. Bref. Oh là là, c'est la décadence, hein. Évidemment, il y a eu des répercussions divines, comme très souvent dans l'Ancien Testament. La colère de Dieu va s'abattre. Mais en 2025, on a choisi Belphégor comme dieu de l'orage, de la fertilité ou de la destruction. Alors oui, une grosse introduction sur ce mythe, mais ça a son importance pour toute l'histoire et les thématiques. Alors justement, l'histoire. Eh bien, on suit Hafsa, une jeune femme restauratrice d'art, passionnée par son travail, qui vient juste d'être embauchée au Louvre, et qui a déjà un super mec dans son lit qui vient de là-bas. Elle a pas perdu de temps, Sartek, et qui ne veut surtout pas faire de vagues dans son nouveau boulot. C'est la fille adoptive du personnage de Cadmerade, qui lui aussi travaille dans la culture, tout ça. Et dès le début, on voit un peu les souvenirs, les cauchemars d'Hafsa, des rêves plutôt récurrents. On comprend qu'elle a un passé un peu trouble. Un soir, elle s'accruste dans une soirée avec sa pote. Elle se retrouve face au masque de Baal pour une nouvelle exposition qui vient de Mésopotamie. Exposition qui est dirigée d'ailleurs par le personnage d'Horatica et surveillée étroitement par le chef de la sécurité qui est un ancien flic joué par Vincent Albaz. Ce masque, elle se retrouve face à lui, elle est
complètement fascinée, c'est plus que le syndrome de Stendhal, parce qu'en fait, elle en a déjà rêvé. Commencent des disparitions, des mystères, et c'est assez pour nous donner envie de savoir ce qui va se passer ensuite. L'un des autres personnages évidemment importants, il est dans le titre, Here I come. Oh, here I come. Oh. c'est Belphégor en lui-même, cette créature, ce fantôme, cette illusion, on ne sait pas trop au départ, mais il est évidemment le fil rouge, le déclencheur de l'histoire. On n'est pas seulement dans le polar, on est dans le thriller, parce qu'Afsa perd presque la raison. Elle ne sait pas si elle est folle, elle ne sait pas si tout ce qui se passe est vrai, si elle est manipulée, elle part en quête et on est avec elle, on navigue dans les mêmes méandres qu'elle, à la recherche de la vérité et de son propre passé. Et ce n'est pas la seule à gérer ses traumas. Le personnage de Vincent Elbaz en a un aussi. Et ils vont se retrouver à enquêter ensemble. La Reine, c'est donc le Louvre. Arène en un seul mot. Qui dit Louvre ? Les musées, c'est une galerie de nos mémoires en tant que peuple, de nos cultures, et surtout c'est quelque chose de populaire qui s'adresse à tous et à toutes sans se soucier de la classe des gens. C'est un lieu de préservation, c'est pas juste un endroit où on stocke des curiosités, ce qui implique également certains devoirs. On y reviendra plus tard. Et le choix est de montrer justement ce musée sous tous ses angles avec les personnes qui y travaillent, notamment le personnage d'Afsa, qui est restauratrice de tableaux et qui habite en banlieue. Parce que le Louvre, ce n'est pas réservé qu'à la bourgeoisie. Donc on nous montre non seulement le Louvre avec des salles incroyables, on nous montre les coulisses, tous les couloirs et toutes les parties cachées qui sont les salles de restauration ou les salles de stockage. Mais on a également les sous-sols, à travers les tunnels, et on voit les tours, la banlieue dans laquelle vit Afsa. Donc on n'est pas du tout dans un Paris fantasmé, on n'est pas du tout dans quelque chose de carte postale comme on peut le voir souvent, on est carrément aux antipodes d'un Emily in Paris quoi. On est vraiment ancré dans le réel, les parigots, voilà, on reconnaît, limite on a l'odeur de la ligne 13. Donc on a ce parti pris, y compris dans la photo, ancré dans le réel, simple, efficace. On a des très jolis plans d'ouverture sur le Louvre, à l'extérieur, à l'intérieur. On reconnaît des salles qui sont assez célèbres. Mais là, on a justement accès à d'autres endroits, plus rares, donc comme l'aile des antiquités orientales, notamment pour la première apparition, la vraie belle apparition de Belphégor dans l'épisode 1, qui est à la hauteur du mythe. D'ailleurs, c'est une prouesse d'avoir pu filmer comme ça le Louvre, parce que c'est extrêmement complexe au niveau de la sécurité, surtout parce qu'il y a du monde tout le temps. Même quand c'est fermé, il y a énormément de gens qui y travaillent. Et puis il y a les œuvres qu'il faut surtout pas abîmer. Même par exemple le sol, il est protégé. Il faut faire attention à la température. Vous ne pouvez pas amener toute une équipe avec je ne sais pas combien de lumières qui vont chauffer la pièce, etc. Donc c'est beaucoup de choses à prendre en considération pour pouvoir filmer. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors d'abord, je vais parler des acteurs, parce que j'adore Shirin Boutella. J'aime beaucoup cette actrice, c'est un excellent choix, parce qu'elle a un capital sympathie énorme, un côté très chaleureux comme ça, on a envie d'être sa copine, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez elle. Au niveau du jeu, c'est une super actrice, vraiment, elle est très incarnée, toujours dans la sensibilité, à fleur de peau, on comprend qu'elle a une force, qu'elle a quelque chose en elle qui est totalement important, puisque son personnage d'Afsa a un traumatisme et une histoire très lourde. Et j'adore Tiffaine Davio, elle apporte beaucoup de vie, je trouve que c'est le personnage qui amène le plus de légèreté dans tout ce drame. Je viens de la voir en plus dans Ghost, la version française. Je fais une petite aparté, si vous n'avez pas vu Ghost, moi je suis fan de la version américaine, et quand j'ai su qu'ils en faisaient une version française, j'y avais un peu peur, et en fait, excellent. Je vous en parlerai si j'ai le temps à un autre moment, parce que c'était une super série, et donc Tiffaine joue aussi dedans, et elle est géniale. Donc là, j'étais très contente de la retrouver dans cette série-là. Et surtout, on a Nicolas Briançon. Qu'est-ce qu'il joue bien les connards. Ah, il est bon pour jouer ça. Il est bon. Surtout au théâtre, il est excellent, et là, il joue encore un personnage. Je vous dis rien, voilà, découvrez-le, vous allez voir, c'est top. Donc, excellent casting. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Je trouve qu'il y a des personnages qui sont un peu mieux traités que d'autres. Je pense qu'on aurait pu aller un peu plus en profondeur. Pour l'histoire, j'y ai vu quelques petites incohérences. Je ne veux pas du tout spoiler, donc je peux pas rentrer dans les détails, mais notamment concernant le moyen de voler le masque. Alors il y a la suspension volontaire d'incrédulité, ça y a pas de souci. Moi je dépose. Quand je regarde un truc, si on me dit c'est ça le monde, il se passe ci, il se passe ça, ok, y a pas de souci, j'y crois. Après il faut que ce soit logique dans ce monde-là, et du coup il y a un petit truc voilà qui m'a gêné à ce niveau-là. Et dans l'ensemble tout se tient. Pour le genre, on est vraiment dans un thriller, mais un thriller plutôt psychologique, à tendance fantastique. Moi qui suis fan du genre, j'aurais aimé peut-être en avoir plus. Par contre, puisqu'on est dans le thriller, ça fonctionne extrêmement bien. Donc on a un petit peu de drama, on a un peu de légèreté, un petit peu d'humour de temps en temps pour alléger tout ça, c'est très sympa. Ce thriller générateur de quelques frissons m'amène à parler de la thématique qui est donc pour moi le point fort de la série.
Mais avec la révélation du dernier épisode, no spoil, on quitte carrément le mystère du terrain personnel pour aller vers quelque chose de beaucoup plus large qui nous touche tous et toutes. Comme je l'ai dit, les musées, c'est pas seulement un cabinet de curiosité, c'est aussi un lieu de mémoire, et la série ose aborder un thème qui est rarement abordé dans la fiction. Ça parle également du poids et de la responsabilité qui incombe de la responsabilité et surtout de la tâche morale qui lui décombe. Qui lui décombe et surtout qui lui incombe. Ça touche la mémoire, mais aussi la transmission en tant que société, vis-à-vis de ce que nous conservons et de ce que nous choisissons d'oublier. Et ça, c'est assez fort, je trouve. Ça renvoie à des enjeux culturels, historiques, civiques, dans l'acquisition de certaines œuvres. Et c'est là que Belphégor prend encore une autre dimension. C'est plus seulement un fantôme, c'est carrément une métaphore de la façon dont les conflits laissent des traces. Et pas seulement dans les objets, mais dans les vies. On a choisi des événements réels, c'est un trauma à la fois intime et commun. Cette thématique, moi ça m'a énormément plu, je trouve que pour le coup c'est une vraie relecture, et c'est moderne, et ça fait réfléchir un peu, pour moi c'est ça le gros plus. Et ce que j'ai adoré, c'est le traitement du mythe en lui-même, le mythe de Belphégor. Belphégor, c'est un fantôme. Un fantôme, c'est ce qui nous quitte pas. Un fantôme, c'est ce qui nous hante, c'est les psychotraumas, c'est les souvenirs, la mémoire qu'on garde cachée et qui pourtant reste là, qui colle à la peau. On nous explique dès le début que c'est le dieu de l'orage, de la destruction, suivant le point de vue. Vous savez, c'est un peu cette histoire de « c'est quel loup qui gagne en toi ?» C'est celui que tu nourris. L'orage, ça symbolise tout ce qui remonte du passé, c'est la colère, c'est la vérité qui éclate. Et puis il y a la pluie qui vient nettoyer, qui apaise, qui répare et qui est vraiment le symbole de la Renaissance. Et Belphégor, c'est une figure double. Comme nous, il est à la fois la destruction et la réparation. Et j'aime bien quand on joue sur les ambivalences comme ça. Je trouve que ça donne un sens beaucoup plus profond à l'histoire. Belphégor, c'est un masque. Et le thème du masque, c'est vieux comme le monde. Dans beaucoup de tribus, c'est aussi le symbole d'un rite de passage. Ça révèle nos désirs, nos préjugés, nos peurs. Dans la série, on sait jamais si la protagoniste, elle est manipulée ou si le masque lui permet juste d'être le révélateur de qui elle est vraiment et de ce qu'elle cache en elle. Donc c'est pas juste un objet maudit, c'est un dispositif narratif. Il permet de questionner la part de nous qu'on refoule, qu'on protège. C'est un peu comme le thème du masque, d'ailleurs, le film avec Jim Carrey. C'est est-ce que c'est le dieu qui la possède ou est-ce que c'est elle qui se sert de ce dieu pour arriver à ses fins ? Mystère. Pour avoir la réponse à cette question, il faut regarder la série. Bref, Belphégor, j'ai aimé, j'ai passé un très bon moment, ça passe très vite, j'ai passé la soirée devant. Ces 4 épisodes, franchement, je vous dis, c'est un long téléfilm, on peut le séparer en plusieurs fois. On va droit au but, on suit Hafsa dans sa quête du début à la fin, c'est efficace, et on a du mystère qui est implanté dès le premier épisode, vraiment, on a envie de cliquer pour savoir ce qui va se passer après. On part de quelque chose de très intime pour aller vers quelque chose de collectif, avec un sujet qui fait réfléchir. C'est chouette, je trouve qu'en ce moment on fait des bonnes séries françaises, moi qui suis vraiment branchée séries étrangères. Là j'ai de bonnes surprises là dernièrement, dont d'autres dont j'ai pas du tout eu le temps de vous parler. Si vous voulez regarder, c'est actuellement disponible sur HBO Max. Si vous n'avez pas HBO Max, vous patientez un petit peu, ça va sortir sur M6 l'année prochaine. Vous pouvez le regarder avec vos ados, peut-être pas les enfants. Allez-y, tentez Belphégor, vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. On en discute, dès que j'ai un peu de temps. On est en décembre, c'est bientôt les vacances en plus. Si vous ne savez pas quelle série regarder en ce moment avec cette période de Noël, que vous soyez plutôt du genre « Ah, j'adore Noël » ou alors « Ah, j'aime pas Noël » ou « Je ne fête pas Noël », j'ai une chronique spéciale Noël qui s'appelle Noël grincheux, Noël joyeux, que je vous mets là en description. Et vous avez une quinzaine de séries avec des styles variés, que ce soit des séries doudou ou des trucs qui claquent, que vous soyez seul ou en famille, vous avez de quoi vous occuper pour les fêtes. En attendant, moi, je vous dis, à l'année prochaine, je pense, oui, parce que d'ici là, je pense pas que j'ai le temps de faire une chronique. Donc, passez de bonnes fêtes de fin d'année si vous faites les fêtes de fin d'année, sinon, passez une bonne fin d'année tout court. Et puis, je vous dis à très vite pour parler séries, et bisous. Ouais, on se connaît maintenant, on se fait des bisous. Allez, à bientôt sur Série, je suis rentrée. Bisous.